Chapitre 1. La façade parfaite. Vincent Morrison se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, contemplant la skyline de Chicago à travers ses baies vitrées. À 45 ans, il imposait le respect bien plus que son empire du bâtiment prospère. Il y avait quelque chose dans ses yeux gris pâles qui incitait les hommes adultes à choisir leurs mots avec soin. Son expérience militaire dans le renseignement militaire lui avait appris la patience, l'observation et l'art de la réflexion stratégique. Ses compétences lui avaient été utiles en affaires, mais ce soir, elles serviraient un tout autre objectif. La famille Morrison paraissait parfaite de l'extérieur. Vincent avait bâti Morrison Construction de toutes pièces après sa libération honorable, la transformant en une entreprise de plusieurs millions de dollars spécialisée dans les projets résidentiels haut de gamme. Son épouse, Diana, une superbe brune aux yeux émeraudes, jouait le rôle d'épouse dévouée lors de soirées caritatives et d'événements professionnels. Leur fille de 17 ans, Amber, était douée pour les études, destinée à une éducation de l'Ivy League que Vincent avait déjà obtenue grâce à des dons substantiels. Mais Vincent avait appris depuis longtemps que les façades s'effondrent lorsqu'on exerce une pression aux bons endroits. Diana Morrison, mais Caldwell, avait épousé Vincent alors que son entreprise était encore modeste mais prometteuse. Elle venait d'une famille aisée, celle qui s'asséchait mais qui exigeait encore des apparences. La fortune pharmaceutique de son père avait été dilapidée par de mauvais investissements et des jeux d'argent, laissant Diana désespérée de conserver le style de vie qu'elle connaissait depuis son enfance. Vincent avait été son salut, un vétéran au caractère bien trempé, qui avait fait ses preuves et qui avait la volonté de bâtir un empire. Pendant 15 ans, leur mariage avait fonctionné comme une machine bien huilée. Diana gérait les aspects sociaux de ses relations professionnelles, tandis que Vincent se concentrait sur l'expansion et les opérations. Elle était intelligente, belle et comprenait que leur partenariat était autant une question d'affaires que d'amour, du moins c'est ce que Vincent avait cru. La première fissure dans la façade est apparue 6 mois plus tôt, lors d'un examen de routine des états financiers familiaux. Vincent a remarqué des débits irréguliers sur la carte de crédit de Diana. Des dîners coûteux dans des restaurants où il n'était jamais allé. Des frais d'hôtel lorsqu'elle prétendait rendre visite à sa sœur à Milwaukee. Des achats de luxe qui semblaient excessifs, même selon les critères de Diana. La formation militaire de Vincent lui avait appris à recueillir des renseignements avant d'agir. Il avait engagé une détective privée discrète, l'ancienne agente du FBI Rebecca Torres, spécialisée dans la surveillance conjugale. Les révélations qu'elle fit au cours des semaines suivantes dressèrent un tableau qui aurait détruit un homme plus faible. Diana entretenait une liaison depuis plus d'1 an avec Bradley Hutchkin, un promoteur immobilier spécialisé dans les condominiums de luxe. Hutchkin était tout. Vincent n'était pas un homme élégant, sophistiqué, né dans la richesse plutôt que de l'avoir mérité. Il était également marié et père de 2 jeunes enfants, faisant de cette liaison une trahison à plusieurs égards. Mais les photographies fournies par Rebecca montraient bien plus qu'une simple infidélité sexuelle. Diana et Bradley furent photographiés à plusieurs reprises avec des plans d'architecte, des documents de propriété et ce qui semblait être les dossiers confidentiels de Morrison Construction. Ils ne couchaient pas simplement ensemble. Ils préparaient un projet impliquant les affaires de Vincent. Plus Vincent creusait, plus l'ampleur de la trahison devenait évidente. Diana avait fourni à Bradley des informations sur les projets à venir de Morrison Construction, permettant à Hutchkin Développement de soumettre des offres compétitives avec des informations privilégiées. Elle avait accès au bureau à domicile de Vincent, à ses dossiers personnels et à sa confiance. Cette confiance avait été utilisée contre lui. Mais ce qui a véritablement enflammé la fureur froide qui brûlait maintenant dans la poitrine de Vincent était la découverte que sa propre fille était devenue complice de la trahison. Amber avait toujours été plus proche de sa mère, partageant l'amour de Diana pour le luxe et le statut social. Vincent avait attribué cela au comportement typique des adolescents, se sentant peut-être même coupable des longues heures que son entreprise exigeait. Mais l'enquête de Rebecca a révélé qu'Amber avait servi de guetteur et de messagère pour la liaison de sa mère. Des SMS récupérés sur le téléphone d'Amber la montraient alertant Diana lorsque Vincent rentrait tôt à la maison, aidant à coordonner les réunions entre Diana et Bradley et même mentant directement à Vincent sur le lieu où se trouvait sa mère. La fille que Vincent avait aimée inconditionnellement, dont il avait personnellement garanti le financement des études, dont il avait assuré l'avenir par ses propres sacrifices et son ambition, l'avait trahi pour des sacs à main de marque et une allocation plus importante.
Vincent ferma le dossier d'enquête et se dirigea vers son coffre-fort privé pour en récupérer une bouteille de Macoan 25 ans d'âge. Il se versa 3 doigts et s'installa dans son fauteuil en cuir, réfléchissant à ses options. Des hommes moins doués auraient pu confronter Diana immédiatement, exigeant des explications et des ultimatums. Des hommes plus faibles auraient peut-être pardonné, croyant que les familles pouvaient survivre à de telles trahisons. Mais Vincent Morrison n'était ni moins doué ni plus faible. C'était un prédateur qui avait appris la patience dans les montagnes d'Afghanistan, où se précipiter dans l'action signifiait la mort. Non, Vincent n'affronterait personne pour l'instant. Au lieu de cela, il planifierait, il rassemblerait plus de renseignements, il identifierait chaque personne impliquée dans cette trahison et cartographierait leurs faiblesses, leurs peurs, leurs points de pression. Puis, le moment venu, il agirait avec la précision et la cruauté qui avaient fait son succès à la guerre comme en affaires. Diana avait commis une grave erreur de jugement. Elle avait pris l'amour de Vincent pour de la faiblesse, sa confiance pour de la cécité. Elle avait oublié que l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien n'était pas quelqu'un à sous-estimer ou à trahir à la légère. Tandis que Vincent sirotait son whisky et regardait les lumières de la ville scintiller en contrebas, il se mit à sourire, une expression froide et calculatrice qui aurait terrifié quiconque en aurait compris le sens. Diana et Bradley pensaient jouer à un jeu de tromperie et de manipulation. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'entrer dans une zone de guerre et que Vincent Morrison n'avait jamais perdu une guerre. La première phase de son plan prenait déjà forme dans son esprit. Elle serait globale, dévastatrice et irréversible. Lorsqu'il aurait terminé, Diana et Bradley comprendraient le véritable coût de la trahison de Vincent Morrison, et sa fille apprendrait que certains choix ont des conséquences qui durent toute une vie. Demain, Vincent commencerait à poser les bases de leur destruction. Mais ce soir, il rentrerait chez lui, embrasserait sa femme et continuerait à jouer le rôle du mari inconscient. Après tout, les meilleurs prédateurs ne laissent jamais leur proie savoir qu'ils sont traqués avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper. Chapitre 2. La tempête qui se prépare. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Vincent avait confirmé l'ampleur de la trahison et son réseau de renseignements s'était développé de manière exponentielle. Il connaissait désormais Bradley Hutchin, programmé pour son café préféré, comprenait le système élaboré d'alibi de Diana et avait identifié toutes les personnes qui avaient permis leur tromperie. L'entreprise de construction de Vincent avait toujours employé des personnes aux compétences diverses, d'anciens militaires, d'anciens agents des forces de l'ordre qui comprenaient la loyauté et la discrétion. Il commença alors à demander des faveurs et à étendre son réseau avec une précision chirurgicale. Sa première recrue fut Marcus Webb, un ancien rangé de l'armée qui avait servi comme expert en démolition de Vincent en Afghanistan avant de rejoindre Morrison Construction comme contremaître de projet. Marcus n'avait jamais oublié comment Vincent l'avait porté sur 3 kilomètres à travers le territoire ennemi après l'explosion d'un engin explosif improvisé et sa loyauté était absolue. Plus important encore, Marcus avait des relations dans le monde souterrain de Chicago, des relations forgées au cours de ses années de travail dans la sécurité pour diverses entreprises avant que Vincent ne lui offre un emploi légitime. La deuxième pièce du puzzle de Vincent était le docteur d'Amanda Sterling, une experte comptable judiciaire qui avait aidé Vincent à s'y retrouver dans des réglementations financières complexes pendant l'expansion de son entreprise. Amanda était brillante, minutieuse et partageait l'appréciation de Vincent pour la planification méthodique. Elle nourrissait également une haine personnelle pour l'infidélité après que la liaison de son propre mari lui ait coûté la moitié de ses biens lors d'un divorce. Le troisième allié de Vincent était le détective Ray Kowalski, un vétéran de 20 ans du département de police de Chicago qui avait grandi dans le même quartier que Vincent. La fille de Ray avait été tuée par un conducteur ivre 3 ans plus tôt, un conducteur dont l'équipe juridique coûteuse l'avait fait acquitter pour des raisons techniques. Ray comprenait que parfois le système échouait et que parfois la justice exigeait des méthodes alternatives. Une fois son équipe constituée, Vincent a commencé la deuxième phase de son opération, une surveillance complète et la collecte de preuves. Les connexions de Marcus dans le monde souterrain lui ont donné accès à un équipement de surveillance à la fois illégal et très efficace. En quelques jours, Vincent disposait de flux audio et vidéo du bureau de Bradley, de sa voiture et de sa suite d'hôtels préférés. La qualité technique était de niveau militaire, fournissant des preuves irréfutables de chaque rencontre, de chaque appel téléphonique et de chaque moment intime entre Bradley et Diana. Mais Vincent ne s'intéressait pas à de simples preuves de divorce. Il construisait un dossier pour une destruction totale.
L'enquête financière du Dr Sterling a révélé que l'entreprise apparemment prospère de Bradley reposait sur des bases frauduleuses et trompeuses. Hutchkin Développement avait gonflé la valeur des propriétés, soudoyé les inspecteurs municipaux et utilisé des matériaux de qualité inférieure dans ses projets de construction. Plus dommageable encore, Bradley avait utilisé l'argent de ses investisseurs pour financer son train de vie somptueux, y compris les cadeaux coûteux qu'il offrait à Diana. Les preuves étaient complètes et accablantes, mais Vincent avait besoin de plus. Il avait besoin que Bradley commette un acte si indéniablement criminel que son monde entier s'effondrerait simultanément. Cette opportunité s'est présentée lorsque Vincent a découvert le dernier projet de Bradley, un complexe de condominiums de luxe qui concurrencerait directement le prochain développement de Morrison Construction. Diana avait fourni à Bradley les plans architecturaux, les calendriers de construction et les propositions d'appel d'offres de Vincent, donnant à Hutchkin Développement un avantage insurmontable pour décrocher le contrat. Vincent comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait d'espionnage industriel visant à détruire son entreprise et à lui voler son avenir. Diana et Bradley ne trahissaient pas seulement son mariage, ils démantelaient systématiquement tout ce qu'il avait construit. Cette découverte transforma la colère froide de Vincent en quelque chose de bien plus dangereux, une détermination absolue. Grâce au détective Kowalski, Vincent apprit que le FBI enquêtait depuis plus d'un an sur la corruption dans le secteur de la construction à Chicago. Il montait des dossiers contre plusieurs promoteurs, mais manquait de preuves pour des poursuites judiciaires majeures. Vincent commença à comprendre comment les différents crimes de Bradley pouvaient être présentés et transmis aux autorités fédérales de manière à garantir un maximum de dommages. Mais il fallait d'abord que Bradley franchisse une dernière limite. Vincent utilisa ses relations d'affaires pour organiser une réunion avec la commission d'urbanisme de la ville concernant le projet de développement litigieux. Il s'assura que Diana soit au courant de la réunion, sachant qu'elle transmettrait immédiatement l'information à Bradley. Puis il tendit le piège. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, Vincent s'arrangea pour qu'un responsable de l'urbanisme de la ville laisse entendre que l'approbation du projet pourrait être accélérée moyennant un prix raisonnable. Le fonctionnaire était en fait un agent infiltré du FBI. L'inspecteur Kowalski avait mis Vincent en contact avec un homme qui travaillait sur l'affaire de corruption dans le secteur de la construction depuis des mois. Bradley mordit à l'hameçon immédiatement. En moins de 48 heures, il avait organisé une réunion pour discuter de la corruption du responsable de l'urbanisme. La réunion serait enregistrée, photographiée et observée par des agents fédéraux. Le crime de Bradley serait enregistré en temps réel, fournissant des preuves irréfutables de corruption criminelle. Mais Vincent n'en avait pas fini. La veille de la réunion de corruption prévue par Bradley, Vincent mit en œuvre la phase suivante de son plan, la guerre psychologique. Il commença à laisser de petits signes indiquant qu'il était au courant de l'affaire. La tasse à café préférée de Diana était légèrement déplacée chaque matin. Ses clés de voiture étaient placées à différents endroits. Les papiers de son bureau étaient réorganisés de manière subtile que seule une personne ayant une formation militaire remarquerait, mais qui créait un malaise croissant chez quiconque y prêtait attention. Diana commença à soupçonner que Vincent savait quelque chose, mais elle n'en était pas certaine. Sa paranoïa grandissait de jour en jour, la rendant négligente et désespérée. Elle a commencé à faire des erreurs, oubliant d'effacer l'historique de son navigateur, laissant des messages textes compromettants accessibles, devenant négligente d'une manière qui a fourni à Vincent des preuves supplémentaires. Pendant ce temps, Vincent a maintenu sa façade de normalité, il a assisté à des dîners d'affaires avec Diana à ses côtés, a souri pour les photos lors d'événements caritatifs et a joué le rôle du mari, dévoué et prospère. Mais ceux qui le connaissaient le mieux, Marcus, Amanda et Ri, pouvaient voir le prédateur se cacher sous la surface. La nuit précédant la rencontre prévue de Bradley avec l'agent du FBI, Vincent a fait son premier pas direct. Il a placé une seule photo sur l'oreiller de Diana, une photo d'elle embrassant Bradley devant l'hôtel de luxe où ils ont mené leur liaison. Pas de notes, pas d'explication. Juste la preuve irréfutable que son secret n'était plus secret. Diana a trouvé la photo à minuit et a immédiatement appelé Bradley, paniqué. Vincent a écouté chaque mot grâce à l'équipement de surveillance que Marcus avait installé. Leur conversation a révélé toute l'étendue de leur plan. Ils avaient l'intention de voler le plus gros contrat de Vincent, d'utiliser les bénéfices pour financer leur nouvelle vie ensemble et de laisser Vincent financièrement et émotionnellement détruit. Ils avaient complètement sous-estimé leur cible.
Tandis que Vincent écoutait sa femme et son amant planifier sa destruction, il sentit un calme s'installer en lui qu'il connaissait de ses années militaires. C'était la paix qui précédait la violence, la clarté qui précédait l'action décisive. Diana et Bradley avaient fait leur choix, et maintenant ils en subiraient les conséquences. Demain, Bradley tomberait dans le piège du FBI et commencerait son voyage vers la prison fédérale. Demain, Diana découvrirait que son plan parfait avait été compromis dès le début. Et demain, Vincent entamerait la phase finale de sa vengeance, une phase qui ne laisserait aucun survivant dans son sillage. Mais ce soir, Vincent rentrerait chez lui, embrasserait sa femme traîtresse et dormirait profondément, sachant que la justice était enfin à portée de main. Chapitre 3. Le gambit de la fille. Le plan de Vincent progressait parfaitement lorsque sa fille de 17 ans, Amber, commit l'erreur qui scellerait son destin aux côtés de celui de sa mère. C'était un jeudi soir, 3 jours après que Diana eut trouvé la photo et quelques heures seulement avant que Bradley ne tombe dans le piège du FBI. Vincent était rentré plus tôt que prévu d'une réunion programmée, programmant son arrivée pour mettre un maximum de pression sur le sang-froid de plus en plus fragile de Diana. Il trouva Amber dans la cuisine, son téléphone collé à l'oreille, chuchotant d'un ton pressant. Sa mère paniquait. Amber disait « Papa, c'est vraiment quelque chose. » Elle trouva une photo sur son oreiller. « Ouais, je crois que vous devriez accélérer ce que vous prévoyez. Papa n'est pas aussi stupide que vous le pensiez. » Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte, écoutant sa fille coordonner ses efforts avec Bradley Hutchkin, l'homme qui détruisait systématiquement sa famille et son entreprise. La conversation se poursuivit plusieurs minutes, Amber fournissant des détails sur l'emploi du temps de Vincent, ses récents changements de comportement et des suggestions pour que Bradley et Diana puissent échapper à la détection. Lorsqu'Amber raccrocha enfin et se retourna, elle trouva son père debout derrière elle, ses yeux gris pâles rivés sur son visage avec une intensité qui la fit reculer. « Papa, balbutia-t-elle. Je ne t'ai pas entendu entrer. » « Clairement, » répondit Vincent, d'un ton aussi calme qu'il avait l'habitude d'utiliser pour interroger les combattants ennemis. C'était une conversation intéressante. Le visage d'Amber rougit, puis pâlit. Elle réalisa exactement ce qu'il avait pu entendre. Elle redressa les épaules et leva le menton dans un geste qui rappela douloureusement à Vincent l'orgueil obstiné de Diana. « Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, » dit Amber. « Mais tu es paranoïaque. Maman ne fait rien de mal. » Vincent observa le visage de sa fille, celui qu'il avait embrassé pour lui souhaiter bonne nuit pendant 17 ans, celui qui lui avait souri depuis les tribunes des matchs de football et les cérémonies de remise des diplômes, celui qui le regardait maintenant avec un mépris à peine dissimulé. « Ta mère a une liaison avec Bradley Hutchkin, » dit Vincent doucement. « Il projette de me voler mes contrats commerciaux et de détruire tout ce que j'ai construit, et tu les aides. » Le masque d'Amber glissa un instant, révélant le choc et la peur, avant qu'elle ne se ressaisisse. Puis, à la stupéfaction de Vincent, elle sourit, une expression froide et calculatrice qui transforma son jeune visage en quelque chose de presque méconnaissable. « Et alors, » dit-elle, « tu crois que je ne comprends pas comment tu traites maman, comment tu l'ignores pendant des mois pendant que tu te concentres sur tes précieuses affaires, comment tu la fais se sentir comme une femme trophée plutôt qu'une vraie personne. » Vincent sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Ta mère a choisi sa voie. Amber, je suis déçu, mais pas surprise. Mais toi, tu es ma fille. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné de l'argent. Rétorqua Amber. Tu m'as donné des choses, mais tu ne m'as jamais vraiment vu te posséder. Je ne suis qu'un atout de plus pour toi, un investissement de plus dans l'héritage familial Morrison. Ces mots frappèrent Vincent comme des coups, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point il avait complètement méconnu sa propre enfant. La fille qui se tenait devant lui n'était pas celle qu'il pensait avoir élevée. C'était une étrangère qui avait appris la manipulation et la trahison auprès de sa mère. « Bradley m'écoute vraiment », poursuivit Amber, la voix prenant de l'assurance. « Il me traite comme une adulte, comme quelqu'un qui a des opinions précieuses. Il va m'aider à intégrer le programme de commerce de l'Université Columbia et il a promis de me faire un stage dans son entreprise. Maman et moi, on s'en sortira très bien sans toi. » Vincent comprit avec une clarté cristalline qu'Amber n'était pas seulement complice de cette trahison. C'était une participante active qui avait choisi son camp en fonction de ce qu'elle percevait comme ses intérêts. Elle avait calculé la valeur de sa loyauté et avait trouvé son père insatisfait. « Je vois. » Vincent dit doucement. « Et qu'as-tu dit exactement à Bradley à propos de mes activités ?» Amber hésita pour la première fois,
percevant peut-être le terrain dangereux dans lequel elle s'engageait. Mais son arrogance adolescente l'emporta sur sa prudence. Tout ce qu'il avait besoin de savoir, dit-elle d'un ton de défi, vos calendriers de projet, vos listes de clients, vos stratégies d'appel d'offres. Bradley est 2 fois plus homme d'affaires que toi, et il le prouvera en décrochant ton plus gros contrat. Vincent hocha la tête, classant lentement cet aveu pour un usage ultérieur. Y a-t-il autre chose que tu aimerais me dire, Amber? D'autres façons dont tu as trahi ta famille? Trahi. La voix d'Amber s'éleva brusquement. Tu nous as trahis en premier. Tu te souciais plus de ta stupide entreprise que de ta propre famille. Maman mérite mieux que toi, et moi aussi. Vincent regarda sa fille, la regarda vraiment, et vit l'influence de Diana dans chaque geste, chaque expression, chaque mot calculé. Amber avait été utilisée contre lui, transformée en arme de destruction par sa propre mère. Mais, contrairement à Diana, Amber était encore mineure, toujours légalement sous sa responsabilité, toujours soumise à son autorité. C'est alors qu'Amber commit sa dernière erreur fatale. Elle s'avança, son jeune visage déformé par la rage adolescente et une droiture déplacée, et cracha directement au visage de Vincent. « Tu es un monstre, siffla-t-elle, un monstre contrôlant et manipulateur qui détruit tout ce qu'il touche, et personne ne te croira si tu essaies de nous accuser de ça, maman et moi. Tout le monde sait que tu es le problème dans cette famille. » Vincent essuya la salive de sa joue avec une lenteur délibérée, sans quitter des yeux le visage d'Amber. Lorsqu'il parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait le poids d'une absolue finalité. « Tu ne sais pas ce que tu as commencé. » Amber le fixa un instant, réalisant peut-être enfin qu'elle avait franchi une ligne sans retour. Mais sa bravade adolescente reprit le dessus et elle leva le menton d'un air de défi. « Je sais exactement ce que j'ai commencé, » dit-elle. « J'ai commencé ma vraie vie, celle où je n'ai plus besoin de faire semblant de te respecter. » Vincent se retourna et s'éloigna sans un mot, laissant Amber seule dans la cuisine. Mais alors qu'il montait les escaliers menant à son bureau, son esprit réfléchissait déjà aux implications de ce qui venait de se passer. Amber avait déclaré la guerre à son propre père. Elle avait choisi de se ranger du côté de ses ennemis, avait activement participé à sa trahison et venait d'avouer son espionnage industriel. Plus grave encore, elle avait révélé qu'elle se considérait comme une adulte capable de faire ses propres choix et d'en assumer les conséquences. Vincent honorait cette décision. Ce soir-là, assis dans son bureau, il rédigea un mot qui allait changer la vie d'Amber à jamais. Lorsqu'il eut fini d'écrire, il se dirigea vers sa chambre et glissa le papier sous sa porte. Le message était bref mais complet. « Amber, vos aveux ont été enregistrés et seront remis au FBI, ainsi que les preuves de votre participation à de l'espionnage industriel. Vous serez inculpé comme une adulte en raison de la nature et de l'ampleur de vos crimes. Bradley Hutchkin sera arrêté demain matin pour corruption fédérale. Votre mère sera inculpée de complicité de plusieurs crimes. Vos fonds pour vos études ont été transférés sur un compte d'indemnisation des victimes. Vous avez 24 heures pour faire vos valises et quitter ma maison. Choisissez vos alliés avec soin. Ils seront la seule famille qui vous restera. Votre ancien père, Vincent, est retourné à son bureau et a passé 3 appels téléphoniques. Le premier était au docteur Sterling, l'autorisant à commencer les transferts financiers qui priveraient Diana de l'accès à tous les biens familiaux. Le deuxième était au détective Kowalski, confirmant que l'arrestation de Bradley se déroulerait comme prévu. Le troisième était à Marcus Webb, activant la phase finale du plan de vengeance de Vincent. Au matin, la famille Morrison cesserait d'exister. Diana et Bradley seraient confrontés à des accusations fédérales qui détruiraient leur carrière et les enverraient en prison. Amber découvrirait que les choix ont des conséquences et que trahir sa famille a le prix le plus élevé de tous. Vincent se servit un whisky et s'installa dans son fauteuil pour attendre Dawn. Demain apporterait le jugement que Diana, Bradley et Amber avaient gagné par leurs propres actions. Et Vincent Morrison, l'homme qu'ils avaient bêtement tenté de détruire, sortirait victorieux des décombres de leurs ambitions. La guerre qu'ils avaient commencée était sur le point de se terminer et Vincent n'en a jamais perdu une. Chapitre 4. Les titans du web. L'aube se leva sur Chicago avec la précision d'une opération militaire, et Vincent Morrison était prêt pour la bataille. Il avait passé les premières heures de la matinée à finaliser les détails qui feraient s'écrouler le monde de son ennemi autour d'eux. À 6 heures du matin, il était vêtu de son plus beau costume, ressemblant en tout point à l'homme d'affaires prospère sur le point d'assister à des réunions de routine. Personne ne le verrait soupçonner qu'il orchestrait la destruction systématique de tous ceux qui l'avaient trahi.
Le premier coup de massue est tombé à 8h30 précise lorsque des agents du FBI ont arrêté Bradley Hutchkin à son bureau. L'arrestation a été filmée par des équipes de télévision que l'inspecteur Kowalski avait discrètement alerté, s'assurant que l'humiliation de Bradley serait diffusée dans tout le monde des affaires de Chicago. Les chefs d'accusation étaient nombreux: corruption fédérale, complot, fraude postale et blanchiment d'argent. Chaque chef d'accusation était passible d'une peine de 20 ans de prison fédérale. Vincent a assisté à l'arrestation depuis la salle de conférence de son bureau, entouré de ses employés clés qui pensaient assister à une réunion de projet de routine. Marcus Webb était assis à la droite de Vincent, son visage balafré ne laissant transparaître aucune émotion tandis qu'il observait la victoire de leur employeur. Le docteur Sterling était présent par vidéoconférence, ses documents financiers étalés sur la table tels des plans de bataille. Bradley Hutchkin a été neutralisé, a rapporté le docteur Sterling d'un ton clinique. Ses avoirs sont gelés dans l'attente d'une enquête. Ses comptes professionnels sont sous contrôle fédéral et ses clients commencent déjà à résilier leur contrat. Hutchkin Développement sera en faillite dans les 72 heures. Vincent hocha la tête, mais son expression resta neutre. Qu'en est-il des aspects civils? J'ai déposé des injonctions préliminaires contre Hutchkin et votre épouse pour vol d'informations confidentielles. Le docteur Sterling poursuivit. Les preuves d'espionnage industriel sont accablantes. L'implication de Diana est attestée par des relevés téléphoniques, des communications par courriel et des transactions financières. Elle a accepté des cadeaux achetés avec des fonds volés, la rendant ainsi complice de crimes fédéraux. Le deuxième coup de théâtre est tombé à 10h15 lorsque l'avocat de Vincent a signifié à Diana les papiers du divorce, les ordonnances restrictives et une action civile en dommages et intérêts pour espionnage industriel. Les documents ont été remis par un huissier qui a trouvé Diana dans son spa préféré, entourée d'amis témoins de son humiliation, alors qu'on lui présentait des documents qui allaient détruire son statut social. Vincent a reçu la confirmation de la signification alors qu'il examinait les plans architecturaux d'un nouveau projet, des plans que Bradley ne verrait jamais, des contrats que Diana n'influencerait jamais, des profits qui ne financeraient jamais leur trahison. Mais la guerre psychologique ne faisait que commencer. À midi, Vincent a activé le réseau de Marcus Webb, composé d'anciens militaires et policiers. Ces hommes, tous fidèles à Vincent personnellement, ont lancé une campagne d'intimidation subtile destinée à isoler Diana et à démontrer la portée de l'influence de Vincent. Le coiffeur de Diana a soudainement développé des conflits d'horaires qui ont empêché de futurs rendez-vous. Son entraîneur personnel a découvert des problèmes d'assurance qui ont nécessité l'annulation de ses séances. Le gérant de son restaurant préféré a trouvé des raisons de révoquer son adhésion à leur club de restauration exclusif. Un par un, les services et les relations qui définissaient le style de vie de Diana ont commencé à disparaître sans explication. Pendant ce temps, Amber Morrison découvrait que la rébellion adolescente avait des conséquences d'adulte. Vincent avait demandé à son avocat de déposer une requête déclarant Amber mineure émancipée, rompant ainsi tous les liens juridiques et financiers entre père et fille. Son fonds d'études avait été transféré sur un compte d'indemnisation des victimes, comme promis. Ses cartes de crédit avaient été annulées et son accès aux ressources familiales avait été supprimé. Plus préjudiciable à la situation immédiate d'Amber, Vincent avait partagé des preuves de sa participation à de l'espionnage industriel avec le FBI. Si son âge pouvait la protéger des poursuites fédérales, il ne la protégerait pas de la responsabilité civile ou des conséquences sociales. À 14 heures, Amber a appelé le bureau de son père, désespéré. La secrétaire de Vincent, Madame Patterson, a traité l'appel avec une courtoisie professionnelle. Monsieur Morrison n'est pas disponible. Madame Patterson a fait son rapport. Cependant, il m'a demandé de vous informer que toutes les communications futures doivent passer par son avocat. Ses coordonnées figurent dans les documents que vous avez reçus hier soir. Dites-lui que j'ai besoin de lui parler. Amber a plaidé. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que je n'ai pas compris ce que je faisais. La réponse de Madame Patterson a été formulée sur le même ton neutre. Monsieur Morrison m'a également demandé de vous rappeler que les adultes sont responsables des conséquences de leurs choix. Il vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie indépendante. L'appel s'est terminé là, laissant Amber seule face à la réalité de sa situation. Elle s'était alliée à Bradley Hutchkin, désormais détenu au pénitencier fédéral. Elle avait trahi son père qui l'avait complètement renié. Elle avait choisi l'indépendance et Vincent veillait à ce qu'elle en subisse pleinement le poids. Mais le geste le plus dévastateur de Vincent est survenu à 16 heures,
lorsqu'il a tenu une conférence de presse annonçant l'expansion de Morrison Construction dans le développement résidentiel de luxe. L'annonce semblait routinière, juste un autre homme d'affaires prospère développant son empire. Mais chaque détail avait été calculé pour un impact psychologique maximal sur ses ennemis. Vincent se tenait devant les médias assemblés, flanqué de rendus architecturaux du projet exact que Bradley avait essayé de voler. Le développement serait construit dans les délais prévus en utilisant les plans originaux de Vincent, générant les profits que Diana et Bradley avaient tenté de revendiquer pour eux-mêmes. Morrison Construction a toujours été construite sur des principes d'intégrité, de loyauté et de valeurs familiales, a déclaré Vincent aux journalistes. Nous avons récemment découvert que certaines personnes ont tenté de compromettre ces principes par l'espionnage d'entreprises et la fraude. Nous sommes heureux d'annoncer que ces menaces ont été neutralisées et que justice est rendue. Les questions des journalistes se sont concentrées sur les accusations de corruption contre Bradley, mais Vincent les a détournées professionnellement tout en s'assurant que l'implication de Diana serait implicite plutôt qu'explicite. Il comprit que la suggestion pouvait être plus dommageable que l'accusation, permettant aux gens de tirer leurs propres conclusions sur le mariage raté de Vincent Morrison. À la fin de la conférence de presse, Vincent reçut un SMS du détective Kowalski. Diana venait de quitter le spa. Elle se dirigeait vers votre bureau. Vincent sourit. Pour la première fois de la journée, Diana venait le confronter directement. Exactement comme il l'avait prévu, elle arriverait émue, désespérée et mal préparée à la conversation qui mettrait fin à leur mariage définitivement. Vincent demanda à Madame Patterson de libérer son agenda et d'activer le système d'enregistrement de son bureau. Cette confrontation finale serait documentée pour la postérité et pour de futures procédures judiciaires. À 17h30, Diana Morrison arriva au bureau de son mari. Les caméras de sécurité de l'immeuble l'ont filmée entrant dans le hall. Son visage, un masque de fureur à peine maîtrisé. Elle portait une robe noire que Vincent lui avait achetée pour leur 15e anniversaire, des boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour Noël et une expression qui promettait une bataille qu'elle n'avait aucun espoir de gagner. Vincent attendait dans son bureau, entouré de l'empire qu'il avait bâti grâce à son talent et sa détermination. Les murs étaient ornés de photographies de projets de construction, de distinctions militaires et de réussites commerciales, fruits de 20 années d'efforts disciplinés. Diana s'apprêtait à pénétrer dans son domaine, où il détenait tous les avantages et contrôlait chaque variable. Lorsque Madame Patterson annonça l'arrivée de Diana, Vincent lui ordonna d'envoyer sa femme immédiatement. Il activa ensuite le système d'enregistrement et se prépara à porter le coup de grâce dans une guerre que Diana avait déclenchée. Mais Vincent finirait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Diana Morrison entra une dernière fois dans le bureau de son mari. La conversation qui suivit allait déterminer les conditions de sa reddition et l'ampleur de sa destruction. Vincent avait passé des mois à préparer ce moment et était prêt à crier victoire totale. Diana pensait venir négocier ou intimider son mari pour le soumettre. Elle ignorait totalement qu'elle s'engageait dans l'exécution d'un plan qui ne lui laisserait rien, si ce n'est la conscience de s'être détruite par ses propres choix. La fin de partie était sur le point de commencer, et Vincent Morrison ne fit preuve d'aucune pitié envers ses ennemis. Chapitre 5 – Confrontation et révélation. Diana Morrison entra dans le bureau de son mari telle une reine pénétrant en territoire conquis, le menton levé en signe de défi et ses yeux émeraudes flamboyants d'une fureur soigneusement maîtrisée. Elle se déplaçait avec la grâce experte de quelqu'un habitué à attirer l'attention lors de soirées caritatives et d'événements professionnels. Mais Vincent remarqua le léger tremblement de ses mains et la tension autour de ses yeux qui trahissait son désespoir profond. « Vincent, dit-elle d'une voix empreinte de l'autorité cinglante qu'elle réservait habituellement au personnel de maison. Nous devons discuter de ce malentendu avant qu'il ne s'aggrave. » Vincent resta assis derrière son bureau, observant sa femme avec le même détachement clinique qu'il avait autrefois utilisé pour évaluer les positions ennemies. Diana était magnifique, même dans sa colère. La robe noire mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Son maquillage était impeccable malgré le stress de la journée, et son allure suggérait une certaine assurance. Malgré les circonstances, elle était brillante. Mais Vincent voyait à travers la façade la peur cachée. « Veuillez vous asseoir » dit Vincent en désignant la chaise en face de son bureau. « Je t'attendais. » Diana resta debout, consciente peut-être que rester assise la désavantagerait psychologiquement. Les accusations portées contre Bradley sont ridicules. Elle commença à se lancer dans ce qui était manifestement un discours répété.
C'est un homme d'affaires honnête qui a été piégé par des agents fédéraux. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus vaste qui n'a rien à voir avec notre famille. Vincent écoutait sans interruption, remarquant comment Diana se présentait comme innocente tout en défendant son amant. Elle était douée pour la manipulation, mais elle jouait un jeu dont Vincent connaissait déjà tous les rouages. Quant à cette demande de divorce, poursuivit Diana d'une voix plus forte. C'est clairement une réaction émotionnelle à de fausses informations. Nous pouvons résoudre tous les problèmes que vous nous imaginez. Une thérapie de couple, des vacances, peu importe. Vous devez comprendre que notre famille mérite d'être préservée, notre famille. Vincent répéta doucement. Dites-moi, Diana, que considérez-vous exactement comme notre famille? La question sembla la troubler momentanément. Toi, moi et Amber. Bien sûr, nous avons tous les trois construit quelque chose d'important ensemble. Nous avons une réputation dans cette communauté, des relations professionnelles qui reposent sur la stabilité, une fille qui a besoin de ses deux parents. Vincent ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier en papier craft. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à en apprendre davantage sur notre famille, dit-il. Il posa le dossier sur son bureau. Voulez-vous voir ce que j'ai découvert? Le sang-froid de Diana s'effrita légèrement lorsqu'elle reconnut les documents d'enquête. Son regard se porta sur le dossier, puis revint au visage de Vincent, évaluant ses options. Je ne sais pas quel mensonge on vous a raconté, dit-elle prudemment, mais les détectives privés peuvent être payés pour fabriquer des preuves. Quoi que vous pensiez, vous savez que nous pouvons prouver que c'est faux. Vincent ouvrit le dossier et en sortit une série de photographies. Il les posa sur le bureau face à Diana, créant une chronologie de sa liaison avec Bradley Hutchkin. Les images étaient d'une netteté exceptionnelle, Diana et Bradley entrant dans des chambres d'hôtel, partageant des dîners intimes, échangeant des documents sur des parkings, s'embrassant dans le bureau de Bradley. Ces photographies avaient été prises sur une période de 6 mois. Vincent dit sur le ton de la conversation qu'il emploierait pour parler de la météo, elle témoigne non seulement de votre relation sexuelle avec Bradley, mais aussi de votre vol systématique de mes informations professionnelles. Diana fixa les photographies, son visage oscillant entre le choc, la colère et le calcul, avant de s'arrêter sur une froide détermination. Elle leva les yeux vers Vincent. Son masque était tombé, révélant la femme calculatrice qui se cachait en elle. « Bien, » dit-elle d'une voix désormais tranchante. « Oui, je vois Bradley. Oui, nous avons discuté d'opportunités commerciales. Mais cela ne fait pas de moi une criminelle, Vincent. Cela fait de moi une femme négligée par son mari qui a trouvé du réconfort ailleurs. » Vincent admirait sa guérison, même s'il s'apprêtait à la détruire complètement. « Confort, répéta-t-il. C'est ça qu'on appelle de l'espionnage industriel? Moi, j'appelle ça de la survie, rétorqua Diana en s'asseyant enfin en face de son bureau. Tu sais ce que c'est que d'être marié avec toi, Vincent? Tu disparais 12 heures par jour pour bâtir ton empire, puis tu rentres à la maison en t'attendant à ce que je sourie et joue l'épouse parfaite. Tu me traites comme un atout commercial, pas comme une associée. Un associé, dit Vincent en sortant des documents supplémentaires, partage des informations. Honnêtement, un associé ne vole pas d'informations confidentielles pour les donner à ses concurrents. Un associé ne s'associe pas avec son amant pour détruire l'entreprise de son conjoint. Les yeux de Diana se plissèrent en reconnaissant des relevés financiers et des journaux de communication. Tu m'espions. Je protégeais mon entreprise, corrigea Vincent, et je découvris que ma femme et ma fille complotaient pour détruire tout ce que j'avais construit. La mention d'Amber sembla frapper Diana comme un coup de poing. Laisse Amber en dehors de tout ça. Ce n'est qu'une enfant prise au piège de problèmes d'adultes. Vincent se pencha en avant, ses yeux gris rivés sur ceux de Diana avec une intensité prédatrice. Amber avoua avoir fourni à Bradley des informations confidentielles sur mes activités commerciales. Elle avoua avoir aidé à coordonner votre liaison et à dissimuler vos traces. Elle a choisi de participer à votre trahison, Diana. Elle a choisi de vous aider à détruire son propre père. Le sang-froid de Diana finit par s'effondrer. « Espèce de salaud !» hurla-t-elle en se levant d'un bond. « Tu nous as conduits là-dedans. Ton obsession du contrôle, ton besoin de dominer tout le monde, ton incapacité totale à voir les autres comme des personnes réelles. » Vincent resta parfaitement calme tandis que la fureur de Diana éclatait autour de lui. Il avait anticipé cette crise émotionnelle et était prêt à l'utiliser contre elle. « Bradley me voit comme une vraie personne. » Diana continua, les larmes aux yeux. « Il apprécie mon intelligence, mes opinions, mes contributions.
Il ne me traite pas comme un objet décoratif ou une dépense professionnelle. Bradley risque 20 ans de prison fédérale. Vincent dit doucement. Son entreprise est en faillite, ses actifs sont gelés et sa femme demande le divorce. Est-ce l'avenir que vous avez choisi plutôt que votre mariage? Diana le fixa d'un regard stupéfait, comprenant peut-être enfin l'ampleur de son erreur de calcul. Vous voulez savoir ce que Bradley pensait vraiment de vous? Vincent continua en sortant une transcription de son dossier. Ceci est l'enregistrement d'une conversation entre Bradley et son associé, il y a 3 semaines. Il lut la transcription d'un ton neutre. Diana Morrison est utile mais jetable. Une fois que nous aurons volé les contrats de Vincent et ruiné son entreprise, nous n'aurons plus besoin d'elle. Elle est trop exigeante et trop visible. Mieux vaut couper les ponts proprement et laisser Vincent s'occuper des dégâts. Le visage de Diana devint blanc à ces mots. Ce n'est pas Bradley, n'est-ce pas? Bradley t'utilisait exactement comme tu pensais m'utiliser, dit Vincent. La différence, c'est que je t'aimais vraiment, Diana. J'ai bâti cet empire en partie pour toi, en partie pour notre fille. Bradley n'a rien bâti, si ce n'est le projet de te jeter une fois que tu ne serais plus utile. La révélation a anéanti ce qui restait de la résistance de Diana. Elle s'effondra sur sa chaise. Son sang-froid parfait fut irrémédiablement brisé. « Que veux-tu, Vincent » murmura-t-elle. « Que faudra-t-il pour que tu pardonnes » Vincent observa le corps brisé de sa femme et ne ressentit absolument rien. Aucune compassion, aucun regret, aucun désir de réconciliation. La femme qui avait partagé son lit pendant 15 ans était devenue une étrangère dès l'instant où elle avait choisi de le trahir. « Le pardon est impossible, dit-il simplement. Tu m'as volé, menti et corrompu notre fille. Tu t'es allié à mes ennemis et tu as tenté de détruire tout ce que j'ai bâti. Il n'y a pas de retour en arrière possible. » Diana leva vers lui un regard désespéré. « Mais nous pourrions prendre un nouveau départ. Nous pourrions reconstruire. On fait des erreurs, Vincent. Même les erreurs les plus graves sont pardonnables. » Vincent secoua lentement la tête. « Tu n'as pas commis d'erreur, Diana. Tu as pris la décision calculée de trahir ta famille pour ton profit personnel. Tu as planifié cette trahison pendant plus d'1 an, impliqué notre fille dans ton complot et n'as éprouvé aucun remords jusqu'à ce que tu te fasses prendre. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau, admirant les gratte-ciel de Chicago. « Demain, tu seras officiellement inculpé de complicité dans les crimes de Bradley. Ta réputation sociale sera détruite lorsque les détails seront rendus publics. Ton accès à nos biens a été résilié et notre fille a été légalement émancipée. » Vincent se retourna vers Diana, qui le fixait avec un mélange de choc et d'horreur grandissante. « Tu as choisi Bradley plutôt que moi, » continua-t-il. « Tu as choisi la trahison plutôt que la loyauté. Tu as choisi de détruire notre famille plutôt que de faire part de tes inquiétudes. Maintenant, tu devras vivre avec les conséquences de ces choix. » Diana se tenait sur des jambes chancelantes, sa robe de créateur froissée et son maquillage ruiné par les larmes. « Tu détruis ta propre fille avec moi. Ta vengeance en vaut-elle le prix? » L'expression de Vincent resta inchangée. Amber choisit son camp dans cette guerre. Elle se déclara adulte et capable de prendre ses propres décisions. « Je ne fais qu'honorer cette déclaration. » Diana fixa son mari un long moment, réalisant peut-être enfin qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment connu. L'homme qui l'avait aimé, protégé et bâti un empire pour assurer son avenir avait disparu, remplacé par quelqu'un qui la regardait avec la même froideur calculatrice qu'un concurrent. « Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi cruel, » murmura-t-elle. « Tu ne m'as jamais connu du tout, » répondit Vincent. « Si tu l'avais fait, tu n'aurais jamais tenté une telle trahison. » Diana se dirigea vers l'ascenseur sur des jambes chancelantes, sa posture parfaite. Finalement, brisée à la porte, elle se retourna une dernière fois. Et les 15 années passées ensemble, et les bons moments, l'amour partagé, la vie construite. Vincent réfléchit sérieusement à ces questions avant de répondre. Ces 15 années reposaient sur des fondations que je croyais solides. Tu as prouvé que c'était du sable. Tout ce qui a précédé n'a plus de sens, Diana. Seule compte la suite. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur Diana Morrison pour la dernière fois, laissant Vincent seul dans son bureau, avec la satisfaction d'une mission accomplie. La deuxième phase de sa vengeance était achevée et Diana comprenait désormais le véritable prix de sa trahison. Mais Vincent n'en avait pas fini. Demain marquerait la phase finale de son plan, celle qui garantirait que ses ennemis n'auraient plus jamais l'occasion de le menacer.
Diana et Bradley avaient commencé une guerre qu'ils ne pouvaient plus gagner. Vincent la terminerait à ces conditions, avec la victoire totale et complète que ses ennemis avaient rendue inévitable par leur propre choix. Chapitre 6. Le point de non-retour. Les 24 heures qui ont suivi la confrontation entre Diana et Vincent ont marqué la transformation complète de la famille Morrison, du couple d'élite de Chicago à un récit édifiant de trahison et de vengeance. La nouvelle de l'arrestation de Bradley s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde des affaires de la ville, entraînant avec elle des spéculations chuchotées sur l'implication de son amante mariée et de son éminent cadre du bâtiment. Son mari, Vincent, a commencé sa matinée en consultant les rapports de renseignement de Marcus Webb, dont le réseau avait surveillé Diana et Amber toute la nuit. Les résultats ont confirmé les prédictions de Vincent sur la réaction de ses ennemis face à la pression. Diana avait passé la nuit dans un hôtel de luxe avec des cartes de crédit qui seraient gelées en quelques heures, une fois que l'avocat de Vincent aurait déposé des requêtes supplémentaires. Elle avait passé 17 appels téléphoniques sur le portable de Bradley, sans réponse en raison de son statut de garde à vue fédéral. Son dernier appel avait été adressé à sa sœur à Milwaukee, une conversation que la surveillance technique de Marcus avait intégralement captée. Tout s'écroule. Diana avait sangloté au téléphone. Vincent sait tout. Bradley a été arrêté et je pense que je vais être accusé de complicité. J'ai besoin d'un endroit où loger en attendant de trouver une solution. La réponse de sa sœur avait été, comme on pouvait s'y attendre, froide. Diana, tu as toi-même mis ce bazar, David, et je ne peux pas risquer notre réputation en hébergeant quelqu'un impliqué dans des crimes fédéraux. Tu dois trouver une autre solution. Même la famille de Diana l'abandonnait. Alors que l'ampleur de sa situation devenait évidente, Vincent n'éprouvait aucune sympathie pour son isolement. Elle avait choisi de couper les ponts lorsqu'elle pensait ne plus en avoir besoin. La réaction d'Amber à son émancipation avait été tout aussi prévisible, mais plus dangereuse. Selon les rapports de Marcus, elle avait contacté plusieurs familles d'amis fortunés pour tenter de lui trouver un logement temporaire. Lorsque ces efforts ont échoué, la réputation de Vincent dans leur entourage a rendu l'hébergement de sa fille risqué. Amber avait eu recours à des mesures plus désespérées. À 3 heures du matin, elle avait tenté de s'introduire dans le bureau de Vincent en utilisant les codes d'accès de sa mère. Le système de sécurité avait immédiatement détecté son intrusion, déclenchant des alarmes silencieuses qui alertèrent Vincent et son équipe de sécurité. Des caméras ont filmé Amber fouillant des documents confidentiels, apparemment à la recherche d'informations qu'elle pourrait utiliser pour négocier avec son père ou vendre aux concurrents de Vincent. Vincent a regardé les images de sécurité avec un intérêt clinique, notant comment Amber se déplaçait dans son bureau avec une familiarité pratiquée. Elle savait exactement où il conservait ses dossiers les plus sensibles, comprenait son système organisationnel et démontrait un niveau de préparation qui indiquait qu'elle planifiait ce vol depuis un certain temps. La tentative de cambriolage représentait une escalade criminelle qui a placé Amber au-delà de la protection que son âge aurait pu lui offrir. Elle n'était plus une adolescente égarée prise dans le dysfonctionnement de ses parents. Elle était une participante criminelle active dans la conspiration en cours contre l'entreprise de Vincent. Vincent a passé 3 appels téléphoniques avant 6 heures du matin. Le premier était au détective Kowalski, signalant l'effraction et fournissant des preuves vidéo de la tentative de vol d'Amber. Le second était à son avocat, autorisant le dépôt de poursuites pénales contre sa fille pour cambriolage et tentative d'espionnage industriel. La troisième était adressée au Dr Sterling, lui demandant de mettre en œuvre la phase finale de sa stratégie financière. À midi, Amber Morrison serait recherchée par la police de Chicago pour de multiples crimes. Sa transformation d'adolescente privilégiée en fugitive fédérale serait complète, démontrant à tous ceux qui l'observaient que Vincent Morrison ne montrait aucune pitié envers ceux qui le trahissaient, pas même son propre sang. Mais le geste le plus dévastateur de Vincent était encore à venir. À 10 heures du matin, il convoqua une réunion avec les cadres supérieurs et les principaux investisseurs de Morrison Construction. La salle de conférence était remplie d'hommes et de femmes qui avaient contribué à bâtir l'empire de Vincent, tous loyaux et tous conscients que leur chef faisait face à des défis personnels qui pourraient avoir un impact sur l'entreprise. Vincent entra dans la salle, vêtu de son plus beau costume et se tenant avec l'assurance d'un général s'adressant à ses troupes avant une bataille décisive. Le groupe réuni comprenait des chefs de projet, des directeurs financiers et des investisseurs majeurs qui représentaient des millions de dollars de capital engagé. Merci à tous d'être venus si peu de temps, commença Vincent debout au bout de la table de conférence polie.
Conscient que les événements récents ont créé des défis pour notre organisation, je souhaite les aborder directement et expliquer comment nous progressons. Il a activé le système de présentation de la salle et a affiché un résumé financier préparé par le Dr Sterling pendant la nuit. Les chiffres ont clairement démontré la position de Morrison Construction. L'entreprise était plus forte que jamais, avec des carnets de commandes s'étendant sur 18 mois et des marges bénéficiaires supérieures aux normes du secteur, malgré les tentatives de nos concurrents de voler nos informations confidentielles et de nuire à notre réputation. Vincent a poursuivi. Morrison Construction a non seulement survécu, mais prospéré. Nos protocoles de sécurité ont fonctionné exactement comme prévu, protégeant notre propriété intellectuelle et empêchant tout dommage réel à nos opérations. La présentation s'est poursuivie avec des preuves de la manière dont la collecte de renseignements de Vincent avait en réalité renforcé la position de l'entreprise. L'arrestation de Bradley avait éliminé un concurrent majeur, le bannissement de Diana avait supprimé une vulnérabilité de sécurité et la publicité entourant l'enquête pour corruption avait renforcé la réputation d'intégrité de Morrison Construction. Cependant, Vincent a déclaré que son ton devenait plus sérieux. Ces événements ont clairement montré que les relations personnelles peuvent présenter des risques pour la sécurité des opérations commerciales. À l'avenir, Morrison Construction mettra en œuvre des protocoles de sécurité renforcés et des vérifications des antécédents pour toute personne ayant accès à des informations sensibles. Les nouvelles politiques décrites par Vincent étaient complètes et impitoyables. Les membres de la famille seraient soumis au même contrôle de sécurité que les partenaires commerciaux. Les relations personnelles seraient surveillées pour détecter d'éventuels conflits d'intérêts. Toute violation des accords de confidentialité entraînerait un licenciement immédiat et des poursuites pénales. Le message de Vincent était clair, la loyauté serait récompensée, mais la trahison serait sanctionnée par une destruction totale, quelles que soient les relations personnelles ou les liens familiaux. Après la réunion, Vincent a reçu un appel du détective Kowalski confirmant qu'Amber avait été arrêtée chez un ami. Elle avait résisté à son arrestation et avait été inculpée de délits supplémentaires, notamment d'entrave à la justice et d'agression sur un policier. Sa caution avait été fixée à 50 000 $, une somme à laquelle elle n'avait plus accès. La situation de Diana s'était détériorée. Tout aussi rapidement. Les procureurs fédéraux avaient porté plainte contre elle pour complot et complicité de fraude, sa comparution devant le tribunal étant prévue pour le lendemain matin. Son avocat, rémunéré avec des fonds bientôt gelés, l'avait informé que la coopération avec les autorités pourrait réduire sa peine des 15 ans qu'elle encourait. Le soir, Vincent se tenait dans sa maison vide, observant la destruction totale de ses ennemis. Bradley Hutchkin était en détention fédérale, risquant des décennies de prison. Diana était ruinée financièrement et inculpée au pénal. Abandonnée par son amant, sa famille et son entourage, Amber était incarcérée dans une prison du comté, apprenant que les choix d'adultes entraînaient des conséquences d'adultes. Vincent s'est servi un whisky et a parcouru les pièces qui avaient autrefois abrité une famille. Ne contenaient désormais que les souvenirs d'une vie bâtie sur des mensonges. Les affaires de Diana étaient restées là où elle les avait laissées, mais elles seraient emportées dans les jours à venir dans le cadre de la procédure de divorce. La chambre d'Amber ressemblait à celle de n'importe quelle adolescente, mais la fille qui y vivait n'existait plus. Elle avait été remplacée par un criminel qui avait choisi de se faire l'ennemi de Vincent. Alors que Vincent se tenait dans son bureau, entouré de l'empire qu'il avait construit et défendu avec succès, il ressentait la profonde satisfaction d'une mission accomplie. Il avait identifié les menaces pesant sur tout ce qu'il chérissait, planifié leur destruction avec une précision militaire et exécuté ce plan sans pitié ni hésitation. La guerre que Diana et Bradley avaient commencée était terminée. Vincent Morrison avait remporté une victoire totale, démontrant à quiconque pourrait le menacer à l'avenir qu'il n'était pas un homme à contrarier, trahir ou sous-estimer. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Vincent reconstruirait sa vie personnelle sur une base de loyauté et d'honnêteté, entouré de personnes qui comprenaient la valeur de l'intégrité, il développerait son empire commercial, sûr de savoir que ses protocoles de sécurité pourraient le protéger contre toute menace. Mais ce soir-là, Vincent Morrison se tenait seul dans sa forteresse, vainqueur incontesté d'une guerre qui avait coûté à ses ennemis tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Il avait prouvé que la trahison avait un prix que ses ennemis ne pouvaient se permettre de payer et que Vincent Morrison ne pardonnait jamais à ceux qui choisissaient de devenir ses ennemis. Le prix de la trahison de Vincent Morrison avait été démontré aux yeux de tous. C'était une leçon qui n'aurait plus besoin d'être réitérée.
Chapitre 7. La chute des rois. 6 mois après la destruction de sa famille, Vincent Morrison avait reconstruit sa vie avec la même précision méthodique qu'il apportait aux opérations militaires et aux entreprises commerciales. Le scandale familial Morrison était devenu une légende dans le monde des affaires de Chicago, un récit édifiant sur les conséquences de la trahison d'un homme qui comprenait à la fois la stratégie et la vengeance. La routine matinale de Vincent commençait à 5 heures du matin dans la salle de sport privée qu'il avait installée dans son appartement en attique du centre-ville. La maison où il avait vécu avec Diana et Amber avait été vendue immédiatement après la finalisation du divorce, les bénéfices étant versés directement au fonds d'expansion de Morrison Construction. Vincent n'avait aucune envie de vivre parmi les souvenirs de personnes qui s'étaient montrées indignes de sa confiance. Sa nouvelle résidence occupait le dernier étage d'un immeuble lui appartenant, offrant à la fois luxe et sécurité, à l'image de ses priorités du moment. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur les gratte-ciel de Chicago, tandis que des systèmes de sécurité de niveau militaire garantissaient que personne ne puisse le menacer dans son propre domaine. Marcus Webb arriva à 6 heures du matin avec des rapports de renseignement qui étaient devenus le moyen privilégié de Vincent pour se tenir informé des destructions incessantes de son ancien ennemi. Les mises à jour étaient délivrées avec l'efficacité de briefings militaires, se concentrant sur les faits plutôt que sur les émotions. Bradley Hutchkin a été condamné hier, a rapporté Marcus en s'installant sur la chaise en face de la table du petit déjeuner de Vincent. 12 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 8 ans. Son avocat a tenté de plaider pour une réduction de peine fondée sur la coopération, mais le juge n'a pas été impressionné. Vincent hocha la tête en examinant les documents financiers préparés par le Dr Sterling pendant la nuit. La ruine financière totale de Bradley avait été encore plus importante que prévu. Sa femme avait divorcé et obtenu la garde de leurs enfants. Son entreprise avait été liquidée pour payer. Les frais juridiques et sa réputation dans le secteur de la promotion immobilière avaient été définitivement détruits. Et sa famille ? Demanda Vincent, bien que son intérêt fût purement tactique plutôt que compatissant. Son ex-femme était retournée vivre chez ses parents dans le Connecticut avec les enfants. Marcus poursuivit, elle a dû vendre leur maison, liquider leurs économies et déclarer faillite pour couvrir les frais de justice. Les enfants sont scolarisés dans le public après avoir passé leur vie dans le privé. Vincent n'éprouvait aucune satisfaction à voir des enfants innocents souffrir, mais il comprenait que les choix de Bradley avaient des conséquences qui dépassaient sa propre personne. L'homme qui avait tenté de détruire la famille de Vincent avait réussi à détruire la sienne. La situation de Diana s'est quelque peu stabilisée. Marcus poursuivit en consultant ses notes. Elle a plaidé coupable de complot fédéral et a été condamnée à 3 ans de probation en échange d'un témoignage contre Bradley. Elle vit dans un studio à Milwaukee et travaille comme vendeuse dans un grand magasin. La transformation de Diana Morrison, de reine de la société à travailleuse au salaire minimum, était totale et irréversible. Sa garde-robe de créateur avait été vendue pour payer les frais juridiques. Ses relations sociales s'étaient évaporées une fois ses crimes rendus publics et ses perspectives d'avenir limitées par sa condamnation pour crime. Elle a tenté de vous contacter à plusieurs reprises par des intermédiaires, ajouta Marcus, des lettres remises par l'intermédiaire de votre avocat, des messages transmis par des connaissances communes, et même une tentative d'approche par l'intermédiaire de Madame Patterson, toutes demandant une forme de réconciliation ou d'aide financière. La réponse de Vincent était toujours la même, un silence absolu. Diana avait fait son choix en choisissant de le trahir, et Vincent a honoré ce choix en la traitant comme si elle n'existait plus. Il n'y aurait pas de seconde chance, pas de pardon et pas de pitié pour quelqu'un qui s'était révélé être un ennemi. Et Amber, Vincent demanda, bien qu'il sache déjà que la réponse serait tout aussi dévastatrice. L'expression de Marcus devint plus sérieuse. Elle a fait des allers-retours en prison du comté 6 fois depuis son arrestation initiale. Possession de drogue, vol à l'étalage, agression. Son avocat commis d'office continue d'essayer de faire valoir qu'elle est une adolescente en difficulté qui agit à cause d'un traumatisme familial, mais les juges n'y croient plus. Amber Morrison avait découvert que le monde réel était impitoyable pour les adolescents privilégiés qui tentaient de survivre grâce au crime et à la manipulation, sans accès à l'argent ou à la protection de son père. Elle était rapidement tombée dans des modèles de comportement qui conduisaient inévitablement à des arrestations et des convictions répétées. Elle a sorti du système juvénile il y a 2 mois. Marcus a poursuivi,
Sa prochaine arrestation sera poursuivie à l'âge adulte et elle est déjà confrontée à une condamnation accrue en raison de son statut de récidive. Vincent n'a ressenti aucune émotion en absorbant ces informations sur la fille qui avait autrefois été sa fille. Amber avait choisi de s'aligner sur ses ennemis, avait avoué le trahir et avait tenté de lui voler même après avoir eu la possibilité de partir paisiblement. Son comportement criminel ultérieur a simplement confirmé que l'évaluation de Vincent de son caractère avait été exacte. Des tentatives de contact d'elle? Demanda Vincent. Plusieurs tentatives. Marcus a confirmé les appels téléphoniques de prison, des lettres envoyées par divers intermédiaires, même une tentative de vous approcher directement à l'extérieur de l'immeuble de bureau. Le mois dernier, la sécurité l'a détournée avant qu'elle ne puisse se rapprocher. Les protocoles de sécurité de Vincent avaient été considérablement améliorés depuis la destruction de la famille. Ses mouvements ont été surveillés par d'anciens militaires, ses canaux de communication ont été protégés contre la surveillance et sa sécurité personnelle a été garantie par les personnes qui comprenaient la loyauté et avaient prouvé leur fiabilité au cours des années de service. À 8 heures, Vincent est arrivé au siège de Morrison Construction, où son empire a continué de se développer à un rythme sans précédent. Le scandale entourant la trahison de sa famille avait en fait renforcé sa réputation commerciale, démontrant que Vincent Morrison était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance pour protéger les informations sensibles et punir ceux qui ont violé cette confiance. Le docteur Sterling attendait dans son bureau des rapports financiers trimestriels qui montraient la domination continue de Morrison Construction sur le marché du développement de luxe de Chicago. Les contrats que Bradley avait tenté de voler génèrent désormais des bénéfices massifs, finançant l'expansion sur de nouveaux marchés et l'acquisition de petits concurrents. Nous avons reçu 3 nouvelles offres d'acquisition cette semaine. Le docteur Sterling a déclaré que la diffusion de documents dans les sociétés de bureaux de Vincent souhaite être achetée par Morrison Construction, en particulier en raison de votre réputation de sécurité et de fiabilité. Le traitement par Vincent de la crise familiale était devenu un atout commercial, prouvant à des partenaires potentiels que l'on pouvait faire confiance à des informations confidentielles et réagirait à la trahison avec une force écrasante. La tentative de son ennemi de le détruire l'avait rendu plus fort et plus réussi que jamais. Qu'en est-il des procureurs fédéraux? Vincent a demandé toute indication que leur enquête s'étend au-delà de Bradley et Diana. L'enquête s'est terminée le mois dernier, avec Bradley sentencing, le docteur Sterling a confirmé. Les agents fédéraux vous ont interrogé 2 fois en tant que victime de l'espionnage d'entreprise et votre coopération a été notée favorablement dans leur rapport final. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui a aidé à exposer la corruption plutôt que d'y participer. La coopération stratégique de Vincent avec les autorités fédérales avait été calculée pour le positionner comme une victime et un héros plutôt que comme un mari vengeur. Son témoignage contre Bradley et Diana avait été présenté comme un devoir civique plutôt que comme une vengeance personnelle, créant un récit qui améliorait sa réputation tout en détruisant ses ennemis. À 14 heures, Vincent a reçu un visiteur inattendu lorsque le détective Kowalski est arrivé à son bureau avec une proposition qui amènerait le dernier chapitre de sa vengeance. « Nous avons une situation qui pourrait vous intéresser », a déclaré Kowalski, s'installant sur la chaise en face du bureau de Vincent. Amber a été à nouveau arrêtée, mais cette fois, c'est différent. Elle a été prise de drogue près d'un lycée, assez d'héroïne pour se qualifier pour des accusations de trafic fédéral. Vincent a écouté l'intérêt clinique que Kowalski a expliqué les détails de la dernière arrestation d'Amber. Son désespoir l'avait conduit à des crimes de plus en plus graves, aboutissant à un trafic de drogue qui pourrait entraîner une peine de prison mesurée au cours des décennies plutôt que des mois. Le procureur fédéral veut faire un exemple d'elle. Kowalski a poursuivi, qui dirige d'une famille éminente vendant des drogues aux adolescents. C'est le genre de cas qui attire l'attention et envoie un message sur l'égalité de justice. Vincent a considéré les implications de la situation d'Amber. Son ancienne fille était sur le point de faire face au même système judiciaire fédéral qui avait détruit Bradley et Diana, mais ces crimes étaient entièrement de sa propre fabrication. Vincent n'avait joué aucun rôle dans sa décision de devenir trafiquant de drogue. C'était un choix qu'elle avait fait indépendamment alors que sa vie est devenue hors de contrôle. « Que proposez-vous exactement ?» a demandé Vincent. Kowalski se pencha en avant, son expression sérieuse. Le procureur veut des témoins de caractère pour la condamnation d'Amber, entendant des gens qui peuvent parler de ses antécédents, son potentiel de réhabilitation, les circonstances qui ont conduit à son comportement criminel. Vincent a immédiatement compris ce que Kowalski suggérait. En tant que père d'Amber,
Vincent pourrait potentiellement influencer sa condamnation par des témoignages sur son éducation, son caractère et le traumatisme familial qui avaient contribué à sa situation actuelle. Je pourrais témoigner qu'elle est une jeune femme en difficulté qui a fait des erreurs en raison d'un dysfonctionnement familial. Kowalski a continué, ou je pourrais témoigner qu'elle est une récidive qui n'a montré aucun remords pour son comportement criminel et constitue une menace continue pour la sécurité publique. Le choix était celui de Vincent. Il pouvait faire preuve de pitié de la fille qu'il avait trahie, ou il pouvait s'assurer que sa destruction était aussi complète et permanente que ses mères et celle de Bradley. Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau en regardant la ville où ses ennemis étaient tombés un par un à travers leurs propres choix et actions. Diana occupait des emplois de vente au détail pour survivre, Bradley commençait une peine de 12 ans de prison et Amber faisait face à la possibilité de passer ses 20 et 30 ans en prison fédérale. La guerre qu'ils avaient commencée se terminait exactement comme Vincent l'avait prévu, avec leur défaite complète et totale. Mais cette décision finale déterminerait si Vincent Morrison a été connu comme un homme qui a détruit ses ennemis ou comme un père qui avait abandonné son propre enfant. Lorsque Vincent s'est retourné au détective Kowalski, sa décision a déjà été prise. La fille qui avait craché sur son visage et s'est déclaré que son ennemi ferait face aux conséquences de ses choix, sans aucune aide du père qu'elle avait trahi. Planifiez-moi pour témoigner pour l'accusation, a déclaré Vincent tranquillement. Le tribunal devrait savoir exactement quel genre de personne il condamne. Kowalski hocha la tête, peut-être pas surpris par le choix de Vincent, mais comprenant sa finalité. Amber Morrison ferait face à des accusations fédérales sur le trafic de drogue sans aucune protection contre le père dont elle avait rejeté l'amour, dont elle avait violé la confiance et dont elle avait choisi de devenir. La destruction des trahisons de Vincent Morrison était sur le point d'être complète et irréversible. La guerre se terminait par une victoire totale pour l'homme qui n'avait jamais fait preuve de miséricorde à ceux qui ont choisi de devenir ses ennemis. Chapitre 8. Le jugement final. Le palais de justice fédéral du centre-ville de Chicago était devenu un temple de la justice où les ennemis de Vincent Morrison sont venus faire face aux conséquences de leur trahison. Alors que Vincent est entré dans le bâtiment pour l'audience de détermination de la peine d'Amber, il s'est porté avec le port d'un homme d'affaires prospère qui assiste à une procédure judiciaire de routine, ne montrant aucune émotion qui pourrait suggérer des investissements personnels dans le résultat. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Vincent a accepté de témoigner contre son ancienne fille, et ces semaines avaient été remplies d'une préparation minutieuse conçue pour garantir que la justice soit à la fois rapide et approfondie. Le témoignage de Vincent serait le coup final d'une campagne qui avait systématiquement détruit tous ceux qui avaient choisi de le trahir. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'observateurs juridiques et de travailleurs sociaux qui avaient suivi la descente d'Amber, de l'adolescent privilégié au défendeur fédéral. Son cas avait attiré l'attention comme exemple de la rapidité avec laquelle les jeunes pouvaient tomber dans un comportement criminel grave, ce qui rend le témoignage de Vincent particulièrement important pour la décision de détermination de la peine du juge. Amber s'est assis à la table de l'accusé avec une combinaison orange qui l'a marqué comme un criminel condamné en attente de condamnation. Elle avait perdu un poids important pendant son incarcération et son apparence autrefois parfaite avait été remplacée par le look aux yeux creux de quelqu'un qui avait découvert que de vraies conséquences existaient dans le monde adulte. Quand Amber a vu Vincent entrer dans la salle d'audience, ses yeux remplis de larmes, et elle a bouché le mot « papa » dans un plaidoyer désespéré de reconnaissance. Vincent la regarda directement pendant plusieurs secondes, mémorisant le visage de la fille qui avait autrefois été sa fille, puis a pris place dans la section des témoins sans aucune reconnaissance de sa présence. Le message était clair, Vincent Morrison ne reconnaissait plus Amber comme son enfant et elle ferait face à son sort en tant qu'étranger qui avait choisi de devenir son ennemi. Le procureur fédéral Sarah Martinez avait construit sa carrière dans des cas impliquant un crime en col blanc et avait spécifiquement demandé au témoignage de Vincent de démontrer que le comportement criminel d'Amber représentait des choix calculés plutôt que des erreurs de jeunesse. Martinez a compris que la réputation d'intégrité de Vincent donnerait de la crédibilité à son argument pour une condamnation maximale. Votre honneur, Martinez a commencé sa déclaration d'ouverture. L'accusé devant vous n'est pas l'adolescente en difficulté que son avocat de la défense représentera. Elle est une récidive qui est passée des infractions juvéniles à de graves crimes fédéraux, démontrant un schéma de comportement criminel qui constitue une véritable menace pour la sécurité publique. L'avocat de la défense par cours d'âge d'Amber, Patricia Wong,
avait tenté désespérément de construire une affaire de clémence en fonction des traumatismes familiaux et des dommages psychologiques. Ces notes d'entrevue clients ont montré qu'Amber avait finalement commencé à comprendre la portée de ses erreurs. Mais Wong savait que les remords ne se sont exprimés qu'après que la condamnation ne prendrait peu de poids avec les juges fédéraux. La défense soutiendra que Mme Morrison est victime de circonstances indépendantes de son contrôle. Wong a contré dans sa déclaration d'ouverture une jeune femme dont la famille s'est dissoute dans le scandale, la laissant sans conseil ni soutien pendant les années de développement crucial. Vincent a écouté les deux avocats avec un intérêt clinique, notant comment ils positionnaient les choix d'Amber dans différents récits. Martinez a souligné la responsabilité personnelle et l'intention criminelle, tandis que Wong s'est concentré sur la victimisation et le potentiel de réhabilitation. Les deux récits contenaient des éléments de vérité, mais un seul déterminerait le sort d'Amber. Lorsque Vincent a été appelé à témoigner, il s'est rendu à la position des témoins avec la confiance de quelqu'un qui avait témoigné dans les tribunaux militaires et les audiences du Congrès. Son apparence était immaculée. Une combinaison de charbon de bois qui a transmis à la fois le succès et la respectabilité, tandis que son roulement suggérait que quelqu'un s'habituait à dire la vérité, quel que soit le coût personnel. Monsieur Morrison, le procureur Martinez a commencé. Veuillez indiquer votre relation avec l'accusé. Vincent regarda directement Amber en répondant. Amber Morrison était ma fille jusqu'à ce qu'elle choisisse de participer à la complot criminel contre mon entreprise et ma famille. À ce stade, notre relation a été légalement résiliée par des procédures d'émancipation. La salle d'audience a remué la description clinique de Vincent de la rétrogradation de son propre enfant, mais son expression n'a jamais changé. Il présentait des faits plutôt que des émotions, permettant au tribunal de comprendre que son témoignage était fondé sur des preuves plutôt que des sentiments paternels. Pouvez-vous décrire le caractère et le comportement de l'accusé avant son arrestation? Martinez a poursuivi. Le témoignage de Vincent était dévastateur dans sa précision et son exhaustivité. Il a décrit la participation d'Amber à l'espionnage d'entreprise, sa confession pour trahir des informations confidentielles, sa tentative de cambriolage de son bureau et sa déclaration qu'elle s'est considérée comme une adulte capable de faire des choix indépendants. L'accusée m'a informé qu'elle ne souhaitait plus être traitée comme un enfant. Vincent a témoigné qu'elle avait exprimé son mépris pour mon autorité et s'est alignée sur des personnes qui travaillaient activement pour détruire mon entreprise et ma famille. Lorsque j'ai honoré sa demande d'indépendance, elle a répondu en tentant de voler des informations confidentielles à mon bureau. L'avocat de la défense d'Amber a tenté de s'opposer à la caractérisation des événements par Vincent, mais les juges fédéraux ont accordé une latitude considérable dans le témoignage du caractère. Les interruptions de Wong ont seulement permis de souligner à quel point le témoignage de Vincent était devenu pour son client. Monsieur Morrison Martinez a continué. L'accusé a-t-il montré des remords pour son comportement criminel ou a tenté de faire modifier les dommages qu'elle a causés? Vincent a consulté des notes qu'il avait préparées spécifiquement pour cette question. Depuis son émancipation, la défendresse a été arrêtée 6 fois pour diverses infractions. Elle a fait plusieurs tentatives pour me contacter, demandant de l'argent, une assistance juridique et un logement. À aucun moment, elle n'a exprimé des remords pour son comportement criminel ou une responsabilité acceptée pour les conséquences de ses choix. Le témoignage a peint une image d'Amber comme quelqu'un qui considérait le crime comme acceptable lorsqu'il a servi ses objectifs et qui a demandé de l'aide uniquement lorsqu'il est confronté aux conséquences pour ses actions. La récitation clinique des faits de Vincent a empêché le tribunal de considérer Amber comme une victime plutôt que comme un auteur. À votre avis, Martinez a demandé, le défendeur constitue-t-il une menace continue pour la sécurité publique? Vincent s'arrêta un instant, comme s'il considérait soigneusement sa réponse plutôt que de fournir une réponse préparée. Le défendeur a démontré un schéma d'escalade des comportements criminels face à l'adversité. Sa réponse au défi personnel a été de commettre des crimes de plus en plus graves plutôt que de rechercher des solutions légitimes. Je crois qu'elle continuera ce schéma, sauf si face à des conséquences suffisamment graves pour modifier son comportement en permanence. Le coup final est venu lorsque Martinez a interrogé Vincent sur le potentiel de réhabilitation d'Amber. Monsieur Morrison, croyez-vous que l'accusé peut être réhabilité avec succès par des conseils ou des services communautaires? Vincent a regardé directement Amber une dernière fois avant de répondre. Le défendeur avait tout avantage dans la vie, éducation, sécurité financière, soutien familial et opportunités illimitées.
Elle a choisi de trahir les gens qui l'aimaient et commettent des crimes contre des victimes innocentes. Quelqu'un qui fait ses choix malgré toutes les raisons d'en faire de meilleurs, il est peu probable qu'il soit réformé par des programmes conçus pour les personnes qui n'avaient pas ces avantages. Lorsque le témoignage de Vincent s'est terminé, Amber pleurait ouvertement à la table de l'accusé. Les arguments ultérieurs de son avocat de la défense sur les traumatismes familiaux et le potentiel de réadaptation semblaient faibles et peu convaincants. Après la destruction systématique de Vincent de son caractère, la juge Patricia Rodriguez avait présidé plus de centaines de cas de drogue et comprenait la différence entre les jeunes qui ont fait des erreurs et ceux qui ont choisi des modes de vie criminels. Le témoignage de Vincent avait clairement établi qu'Amber est tombé dans cette dernière catégorie, ce qui rend la condamnation sévère non seulement appropriée mais nécessaire. Madame Morrison, juge Rodriguez, a déclaré qu'elle se préparait à annoncer la peine. Vous avez été reconnu coupable de charges fédérales de trafic de drogue qui ont été de graves sanctions. Le tribunal a examiné votre âge, votre expérience et le témoignage concernant votre caractère et le potentiel de réadaptation. Amber se tenait à faire face à sa phrase, sa combinaison orange suspendue vaguement sur son cadre diminué. Elle a regardé vers Vincent une dernière fois, espérant peut-être un signe de miséricorde paternelle, mais n'a trouvé que le regard froid d'un homme qui la considérait comme un étranger. Le tribunal vous condamne à 8 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de probation supervisée, a annoncé le juge Rodriguez. Vous purgerez votre peine à l'établissement correctionnel fédéral d'Ambury, un établissement équipé pour fournir des programmes éducatifs et de réadaptation aux jeunes délinquants. Amber s'est effondré à la table de l'accusé alors que le poids de sa peine est devenu clair. 8 ans dans la prison fédérale la prendrait de 19 à 27 ans, détruisant toute possibilité de la vie privilégiée qu'elle s'attendait autrefois. Au moment où elle a été libérée, l'empire de Vincent aurait augmenté au-delà de la reconnaissance et elle émergerait comme un criminel condamné sans famille, sans ressources et sans prospect. Alors que les officiers du tribunal se préparaient à escorter Amber pour commencer sa peine, Vincent se leva et se dirigea vers la sortie sans regarder en arrière. Son témoignage avait atteint son objectif prévu. S'assurer que son ancienne fille serait confrontée à toutes les conséquences du choix de devenir son ennemi. En dehors du palais de justice, Vincent a été approché par plusieurs journalistes demandant des commentaires sur son témoignage contre sa propre fille. Sa réponse a été brève et définitive. La justice a été rendue aujourd'hui, a déclaré Vincent simplement. La défendresse a fait des choix qui ont nui aux innocents et ont violé la confiance de sa famille. La phrase reflète la gravité de ses choix. Espérons-le, dissuadera les autres de faire des erreurs similaires. Alors que Vincent s'éloignait du palais de justice, il apportait avec lui la satisfaction d'une mission terminée avec succès. Diana occupait des emplois de salaire minimum pour survivre, Bradley purgeait 12 ans dans la prison fédérale et Amber passerait sa vingtaine à apprendre que la trahison avait des conséquences permanentes. La guerre qu'ils avaient commencée contre Vincent Morrison était terminée et leur défaite était absolue. Vincent avait démontré que la loyauté était récompensée, tandis que la trahison a été accueillie par des destructions qui s'étendaient à tous les aspects de la vie de son ennemi. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités d'expansion, mais appartenait aujourd'hui à la justice. Le prix de la trahison de Vincent Morrison avait été payé en totalité et la leçon durerait longtemps après que ses ennemis aient purgé leur peine et s'estompât dans l'obscurité. Vincent Morrison n'a jamais pardonné à ceux qui ont choisi de devenir ses ennemis, et aujourd'hui le monde avait appris exactement ce que cela signifiait. Chapitre 9, Empire End. 2 ans après la condamnation d'Amber, Vincent Morrison se tenait une fois de plus dans son bureau de Pontouse. Mais cette fois, il n'était pas seul. En face de son bureau, sedait Rebecca Torres, l'enquêteur privé dont le travail avait découvert la trahison de sa famille, et le docteur Amanda Sterling, dont la comptabilité médico-légale avait fourni les bases de leur destruction. Ensemble, ils ont représenté l'équipe qui avait aidé Vincent à remporter la victoire totale sur ses ennemis. La réunion avait été appelée à revoir le statut final des anciens adversaires de Vincent et à discuter des implications à long terme de sa campagne de vengeance réussie. Ce qui avait commencé comme la découverte d'une affaire était devenu une démonstration complète de ce qui est arrivé à ceux qui ont choisi de trahir Vincent Morrison. Les rapports de surveillance sont complets, a déclaré Rebecca, diffusant des photographies et des documents sur le tableau de la conférence de Vincent. Les 3 objectifs ont été surveillés en continu depuis leur condamnation, offrant une intelligence complète sur leur situation actuelle.
Vincent a étudié le matériel avec la même attention aux détails qu'il avait toujours appliqué aux entreprises commerciales et aux opérations militaires. La photographie a montré 3 personnes dont la vie avait été en permanence modifiée par leur décision de s'opposer à lui, chacun piégeant dans les circonstances qu'il ne pouvait jamais échapper. La condamnation pour la corruption et la fraude. Ensuite, son dossier criminel l'empêchera de travailler dans l'immobilier ou toute profession nécessitant une licence ou un lien. Avait vieilli des années pendant son incarcération. Sa santé s'était détériorée en raison du stress de la vie en prison et son ancienne confiance avait été remplacée par l'expression creuse de quelqu'un qui comprenait que sa vie était effectivement terminée. Les photographies de surveillance de Diana étaient tout aussi dévastatrices, montrant l'ancienne épouse de Vincent dans son studio à Milwaukee. Elle a travaillé 2 emplois au détail pour offrir des nécessités de base. Sa garde-robe de créateur remplacée par des vêtements de magasin à prix réduit, son style de vie de luxe réduit à une budgétisation minutieuse pour l'épicerie et les services publics. L'agent de probation de Diana rapporte qu'elle est conforme à toutes les exigences. Rebecca a poursuivi, elle travaille 40 heures par semaine dans un grand magasin et 20 heures par semaine de nettoyage des immeubles de bureaux. Sa condamnation pour crime l'empêche d'obtenir un meilleur emploi et son âge rend un progrès de carrière peu probable. La femme qui avait autrefois présidé les galas de charité et les dîners d'affaires passait désormais ses journées à plier les vêtements et à vider des poubelles pour une ville où elle ne savait pas de la transformation. Mais la transformation la plus dramatique était la plus dramatique. L'ancienne fille de Vincent, prise pendant les heures de visite à l'institution correctionnelle fédérale d'Ambéry, a obligé des cicatrices de violence de prison et dont les yeux reflètent les dommages psychologiques d'une incarcération prolongée. Derrière les barreaux, émergeant comme un criminel d'âge moyen sans famille, sans ressources et sans avenir. A-t-elle fait d'autres tentatives de contact? A-t-elle demandé Vincent? Bien que son ton suggère que la réponse était purement académique. Plusieurs tentatives à travers divers intermédiaires. Rebecca a confirmé. Des lettres ont été introduites en contrebande par le biais d'autres détenus, des messages passés par le chapelain de la prison, même une tentative d'appel téléphonique utilisant le numéro d'un autre détenu. Toutes les communications ont été interceptées et documentées. Selon vos instructions, Vincent a examiné les copies des lettres d'Amber, notant comment son ton avait évolué du défi au désespoir, à l'acceptation brisée. Sa correspondance la plus récente a reconnu qu'elle avait détruit sa propre vie à travers ses choix et a supplié toute forme de reconnaissance du père qu'elle avait trahi. Les lettres sont restées sans réponse, car Vincent avait décrété « il le ferait toujours ». Amber avait choisi de devenir son ennemi, et les ennemis ne méritaient pas la miséricorde ou le pardon, quelle que soit leur souffrance ultérieure. Qu'en est-il de leur perspective à long terme? A demandé Vincent, s'installant sur sa chaise pour examiner l'évaluation complète que son équipe avait préparée. Le docteur Sterling a consulté les projections financières, cela a peint une image sombre pour les 3 anciens adversaires. Bradley sera sans travail dans sa profession choisie à sa libération, le forçant à accepter le travail de salaire minimum tout en payant sa restitution à ses victimes. L'âge et le casier judiciaire de Diana rendent la progression de la carrière impossible, garantissant qu'elle restera dans la pauvreté pour le reste de sa vie. Amber émergera de la prison en tant que criminel d'âge moyen sans compétences commercialisables et sans système de soutien familial. Les projections ont montré que la vengeance de Vincent continuerait à affecter ses ennemis longtemps après la fin de leurs phrases officielles. Ils passeraient le reste de leur vie piégés dans des circonstances créées par leur décision de le trahir, servant des exemples permanents des conséquences de l'opposition à Vincent Morrison. Vincent se leva et se dirigea vers ses fenêtres de bureau, regardant l'horizon de Chicago qui avait servi de toile de fond pour sa victoire complète. Morrison Construction avait considérablement augmenté au cours des 2 années qui ont suivi la destruction de sa famille, acquérant 3 principaux concurrents et établissant des opérations sur 6 nouveaux marchés. Le scandale entourant la trahison de sa famille avait en fait renforcé sa réputation commerciale, démontrant que Vincent Morrison pouvait être fiable pour protéger les informations confidentielles et répondait aux menaces avec une force écrasante. Les partenaires et concurrents potentiels ont compris que la traversée de Vincent avait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà des simples représailles commerciales. Le dernier élément de notre stratégie a été le plus efficace, a déclaré Vincent, se retournant pour faire face à son équipe. L'isolement social complet garantit que nos objectifs ne peuvent plus jamais reconstruire leur vie ou nous menacer à nouveau. Rebecca hocha la tête, comprenant la composante de la guerre psychologique de la vengeance de Vincent.
Les tentatives de Diana de reconstruire les connexions sociales ont toutes échoué une fois que ses antécédents sont connus. La famille de Bradley l'a complètement renié pour protéger leur propre réputation. Amber n'a pas d'amis ni de famille prêts à reconnaître son existence. Les 3 personnes qui avaient conspiré pour détruire Vincent Morrison existaient désormais dans une isolation complète, coupés des réseaux sociaux et professionnels qui auraient pu donner de l'espoir pour la réadaptation ou la rédemption. Ils avaient été transformés des menaces en comptes de prudence servant de rappel permanent de ce qui est arrivé à ceux qui ont choisi de devenir les ennemis de Vincent. Alors que la réunion s'est terminée, Vincent a ressenti la profonde satisfaction d'une mission accomplie complètement et en permanence. Ses ennemis avaient été identifiés, systématiquement détruits et neutralisés en permanence. Leur souffrance continuerait pour le reste de leur vie, en veillant à ce qu'ils ne pourraient plus jamais le menacer, ni pour quelqu'un d'autre, il a choisi de protéger. L'empire de la construction Morrison est plus forte que jamais, a rapporté le Dr Sterling en rassemblant ses dossiers. Les revenus ont augmenté de 40% depuis l'élimination des menaces concurrentielles, et notre expansion dans les nouveaux marchés a dépassé toutes les projections. La vie personnelle de Vincent avait également été reconstruite sur une base de loyauté et de respect. Il avait noué des relations avec des personnes qui comprenaient la valeur de l'intégrité et avaient fait leurs preuves à travers des années de service fidèle. Marcus Webb est resté son allié le plus fiable, Rebecca Torres a continué à fournir des services de renseignement et le Dr Sterling a géré l'empire financier qui s'est élargi chaque année. Mais peut-être plus important encore, Vincent s'était imposé comme quelqu'un qui n'a jamais oublié ceux qui ont choisi de le trahir et n'ont jamais pardonné à ceux qui sont devenus ses ennemis. Sa réputation de représailles impitoyables a servi de protection contre les menaces futures, garantissant que les adversaires potentiels ont compris les conséquences permanentes de s'opposer à lui. Alors que la soirée tombait au-dessus de Chicago, Vincent Morrison se tenait seul dans son bureau de Penthouse, maître d'un empire construit sur la loyauté et défendu par une impitoyabilité stratégique. La guerre que Diana Bradley et Amber avaient commencée était terminée. Leur défaite si complète et permanente qu'ils étaient devenus des notes de bas de page dans l'histoire du succès continu de Vincent. Demain apporterait de nouveaux défis et possibilités d'expansion, mais Vincent a fait face à l'avenir avec la confiance de quelqu'un qui avait prouvé sa capacité à détruire toute menace pour son empire. Il avait démontré que la trahison portait un prix que ses ennemis ne pouvaient jamais se permettre de payer et que la leçon le protégerait pour le reste de sa vie. Vincent Morrison n'a jamais pardonné à ceux qui ont choisi de devenir ses ennemis, et maintenant le monde entier a compris exactement ce que cela signifiait. Le prix de la trahison de Vincent Morrison avait été payé en totalité, et la leçon durerait longtemps après l'oubli de ses ennemis. En fin de compte, Vincent Morrison était victorieux et seul, exactement comme il avait prévu, à partir du moment où il a découvert leur trahison. La justice avait été rendue, ennemis avaient été détruits et l'Empire, construit sur la loyauté et défendu par une précision impitoyable, a continué de se renforcer chaque jour qui passe. La guerre était terminée et Vincent Morrison avait complètement gagné. C'est là que notre histoire touche à sa fin.